Avertissement. On va évoquer aujourd'hui le sujet du suicide. Si vous avez des pensées suicidaires, êtes en détresse ou si vous voulez aider une personne en souffrance, le 3114 est joignable gratuitement, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode des Indiscrets sur le Média, votre rendez-vous hebdomadaire politique avec Nils. Tous les vendredis, il nous offre les indiscrétions du monde politique, les petits secrets des plus grands et avouons-le, on adore ça. Alors au sommaire de cette émission, on va parler des suicides et des tentatives de suicide à Matignon. Nils a enquêté là-dessus et il y a beaucoup de choses à dire. Et puis on va également parler de notre ancien Premier ministre Gabriel Attal. Il a profité de l'été pour faire campagne et vous le verrez, certaines de ces thématiques sont très chères à l'extrême droite. Alors que nous révèle sa stratégie électorale, Nils nous dira tout. Et puis enfin on parlera de cette polémique autour du prix d'entrée des universités d'été de la France insoumise. Allez, c'est parti pour les indiscrets. Bonjour Nils. Salut Amira, salut à toutes et à tous. J'espère que tu vas bien. Alors on va commencer cette émission avec les services du Premier ministre qui sont endeuillés après le suicide de deux de ses agents. C'était en mars 2026. Et oui, et ces derniers mois, deux autres personnes ont tenté de se suicider, dont une sur son lieu de travail, dans les services de Matignon. Alors, trois enquêtes internes sont en cours. Un signalement a été fait à la justice, selon France Inter, qui a révélé l'affaire cette semaine. La justice enquête. Voici ce que l'on sait. Mars 2026. Deux agents des services du Premier ministre mettent fin à leur jour. Et ce n'est pas un cas isolé. Quelques mois plus tôt, en octobre 2025, un autre agent avait déjà tenté de mettre fin à ses jours sur son lieu de travail. Puis, fin avril, Laura, une fonctionnaire dont le prénom a été modifié, tente elle aussi de se suicider dans une gare. Selon son avocate, elle aurait été peu à peu mise à l'écart, privée de ses missions, exclue des réunions, puis isolée dans un bureau en sous-sol. Alors sans surprise, Sébastien Lecornu fait tout pour se tenir à l'écart de ces actes dramatiques. Les personnes qui se sont suicidées ou qui ont tenté de le faire ne travaillaient pas directement avec le Premier ministre. C'est ce que fait savoir son entourage journaliste. Pire, Matignon rappelle que le Premier ministre compte 60 conseillers sous ses ordres directs, donc ça c'est son cabinet, mais que près de 3500 personnes travaillent dans les services du locataire de Matignon. Manière de prendre ses distances, mais aussi de se prémunir des critiques à venir. On peut dire que Matignon est sur la défensive en rappelant que les services sous les ordres du Premier ministre sont gérés par la direction des services administratifs et financiers, ce qu'on appelle la TSAF, et qu'un dispositif de veille et d'alerte baptisé Vigie-Souffrance a été activé. Alors Vigie-Souffrance, tout un symbole au sein de la haute fonction publique. S'agissant des deux suicides, les enquêtes sont en cours et associent étroitement les organisations syndicales. Si ces situations, prises ensemble, interrogent légitimement, chacune individuellement a été traitée avec sérieux et suit son cours propre avec les garanties qui s'attachent aux procédures administratives et aux droits des agents, en particulier dans le cas de situations individuelles sensibles. Alors Nils, les services du Premier ministre ont communiqué auprès de l'AFP, c'était mercredi. Qu'est-ce qu'ils ont dit exactement ? Oui, ils ont tenu à préciser que la fonctionnaire qui travaille au service de la correspondance de Sébastien Lecornu a tenté de se suicider après avoir été mise à pied et mise en cause pour harcèlement sur ses propres équipes. Donc à lire l'administration, ce serait la faute de la victime. C'est quand même très cynique. Quant à l'autre tentative de suicide qui remonte à septembre 2025, elle a été reconnue après des investigations en interne, faut-il le préciser, non imputable au service dans lequel la personne travaillait selon l'administration. Nils, bref, on va le dire, circulé, il n'y a rien à voir. Ah oui, alors là, comme toujours, les parapluies sont grands ouverts face au risque de scandale et surtout de condamnation judiciaire, car l'État n'est pas réputé pour être un bon employeur, d'autant que les styles de management des premiers ministres ne sont pas connus pour leur bienveillance, notamment sous Elisabeth Borne, qui avait déjà traumatisé ses équipes lors de son passage à la direction de la RATP. On ne peut pas dire que son style à Matignon était forcément très bienveillant. Et puis, il y a eu le cas Gabriel Attal. Tu avais d'ailleurs publié une enquête à ce sujet en 2024. Oui, c'était dans Politis et à l'époque, les témoignages de maltraitance visaient plusieurs membres du gouvernement comme Aurore Berger, Prisca Thévenot, mais aussi Hervé Berville. Déjà, j'avais planté le décor, un gouvernement instable composé de personnalités parfois instables et portant une politique instable. Bref, le cocktail mortel pour les fonctionnaires qui tentent de survivre en milieu hostile. Alors à l'époque, Gabriel Attal avait même envoyé un SMS de soutien à Prisca Thévenot que son entourage avait fait fuiter dans la presse.
entre le précaré du Premier ministre se faisait appeler la meute ambiance. Alors, il y a aussi un problème au niveau de l'entourage de Lecornu. Je ne sais pas si c'est un problème, mais c'est vrai que les entourages des premiers ministres sont rarement bienveillants. Et en particulier, là, c'est le directeur de cabinet de Sébastien Lecornu, c'est le redouté Philippe Gustin, selon mes informations, qui effectivement a un style qui est très très cash. Gustin, c'est quelqu'un de très raide, pas du tout diplomate. Il est cash, parfois trop, et cela peut faire des dégâts. Il y a des gens qui sont pas bien, mais évidemment, à ce niveau de responsabilité, c'est impensable d'en parler. Alors, autre facteur effectivement de trouble pour les fonctionnaires et les agents à Matignon et dans les ministères, c'est les différentes réformes de la fonction publique. Il y a eu la redoutable révision générale des politiques publiques, ou RGPP, sous Nicolas Sarkozy, qui a conduit à ne pas remplacer un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite dans de nombreux ministères, ou encore la fusion de différents services. Il y a eu aussi la modernisation de l'action publique, ou MAP, sous François Hollande. On va y revenir un peu plus loin. Et puis, il y a aussi l'instabilité des gouvernements sous Macron. Et oui, en 2 ans, suite à la dissolution catastrophique de l'Assemblée nationale, c'était en juin 2024, il y a eu 4 gouvernements différents, Attal, Barnier, Bayrou et Lecornu, et 7 remaniements depuis la réélection du président en 2022, c'est quand même beaucoup. Pour les fonctionnaires hors cabinet, donc pas politisés, alors en principe, ces changements ne sont pas censés influer sur leur travail, car ils sont au service de l'État, pas d'un président ou d'un gouvernement en particulier. C'est ce qu'on appelle la continuité de l'action gouvernementale. Mais sous François Hollande, puis sous Emmanuel Macron, ce grand principe a été mis à mal. Le chef de l'État n'a cessé de proclamer son mépris de la fonction publique, appelant de ses voeux une France transformée en Start-up Nation. Aujourd'hui, la France est en train de devenir la nation des start-up et elle doit réussir ce pari. C'est cela ce que je veux faire avec vous dans les années qui viennent. Les politiques, notamment à droite, à l'extrême droite, font aussi le jeu du pire en ciblant les fonctionnaires. Oui, regardez, au hasard, Bruno Le Maire, au début de l'été, c'était sur les médias Bolloré. J'ai été très longtemps ministre. J'ai commencé à travailler avec Jacques Chirac. J'ai vu de l'intérieur ce que c'est que la monarchie technocratique. Et je rappelle que je l'ai quitté. Vous avez commencé, si vous permettez, avec Dominique de Villepin. D'ailleurs, vous ne citez pas Dominique de Villepin. Plus précisément, avec Jacques Chirac, puis Dominique de Villepin. Mais j'ai quitté la monarchie technocratique. Moi, c'est un des rares politiques qui a quitté la fonction J'ai brûlé mes vaisseaux. Voilà, et les propositions de ses petits camarades n'ont pas de quoi rassurer les syndicats de fonctionnaires. Attal, encore lui, décidément, réclame 100 000 suppressions de postes de fonctionnaires s'il est élu président de la République en 2027. Tout en préservant certains ministères, notamment les armées, la justice et l'intérieur. Évidemment, voilà, on ne va pas se passer de la sécurité. Pire, Attal propose carrément de passer un spoil system à la française pour, selon lui, modifier en profondeur l'administration française via certaines nominations. Alors ça vient des États-Unis, c'est un système de dépouille qui permettrait au futur président de nommer à la tête des grandes administrations, dans les agences, les institutions de l'État, certains de ses partisans sans attendre la fin de mandat des personnes en poste. Et oui, c'est pratique. Alors évidemment, Attal n'a pas trouvé cette idée tout seul. Il a piqué l'idée à Macron qu'il avait inscrite dans son programme en 2017 sans jamais vraiment l'appliquer. Emmanuel Macron lui-même a volé l'idée à la droite ultralibérale. On pense notamment à Alain Madelin et ses petits camarades. Et puis il y a aussi du côté de Retailleau qui a fait une sacrée proposition. Alors lui, il propose carrément de supprimer l'équivalent de 250 000 postes de fonctionnaires pour les remplacer par l'intelligence artificielle, dit donc. Alors au passage à gauche, Jean-Luc Mélenchon veut aussi intégrer l'intelligence artificielle dans la réorganisation de l'administration. Alors pas pour virer des fonctionnaires, mais le patron de la France Insoumise imagine qu'elle pourrait assumer d'automatiser des tâches de compilation et de bilan de données, facilitant leur maîtrise et le contrôle de l'action de l'État par les citoyens. On se demande quand même si c'est pas un peu un vœu pieux, peu importe que l'intelligence artificielle ne soit pas encore au point, qu'il représente un désastre social, sécuritaire et surtout écologique. C'est la foire à la saucisse pour tenter de s'en prendre aux fonctionnaires sous prétexte de rationaliser leur mission. C'est une vision néolibérale. Regardez ce qu'a fait Macron en arrivant au pouvoir en 2017 avec l'ENA. Et puis, sous prétexte d'améliorer les relations entre l'administration et les citoyens, on a imposé la culture du reporting. Vous savez, ces questionnaires de satisfaction, quand vous avez
sollicité l'administration de vraies usines à gaz qui ont contribué à déstabiliser la fonction publique et favoriser une culture de la verticalité du pouvoir. Traduction, lécher les bottes du chef pour éviter d'être saqué. Bon alors Nils, on va se le dire, il y a les discours d'un côté et puis il y a la réalité. Oui, les discours, c'est par exemple la promesse faite par Macron de supprimer 120 000 postes dans la fonction publique lors de sa campagne de 2017. Sauf que les crises des gilets jaunes et du Covid sont passées par là et que le besoin des fonctionnaires s'est fait pressant. Inutile de vous dire que la promesse macroniste, comme tant d'autres, a fait long feu. Regardez ce qui se passe cet été. Sécheresse historique à cause du réchauffement climatique, effondrement de la production de fruits et de légumes, problème d'approvisionnement en eau, méga-feux qui ravagent des territoires entiers, des logements qui se transforment en bouilloire thermique et un nombre record de morts. Au final, oui, il y a eu des économies suite aux réformes, mais à quel prix? Des fonctionnaires qui se disent à l'os, des citoyens désemparés. Vous avez déjà essayé de joindre les CAF ou les préfectures, par exemple, c'est comme crier dans le désert. On se retrouve avec des aberrations comme France Service, censé pallier le manque de moyens de la fonction publique. Selon un sondage réalisé en janvier dernier, seuls 35% des personnes interrogées déclaraient connaître France Service. D'où l'intérêt de promouvoir cette véritable boîte à outils jusque dans le hall d'un supermarché. Et puis Nils, il y a aussi cette étude du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté. Ça a été publié cette année. Et oui, il y a un délai de traitement allongé, démarches administratives plus difficiles, obstacles liés à la numérisation, et dire qu'on veut passer à l'intelligence artificielle, ça promet, hausse des ruptures de droits et du non-recours. Alors les chiffres sont éloquents, la moitié des foyers éligibles à la prime d'activité ne l'aperçoivent pas. J'en faisais partie il y a peu, je ne savais pas que je pouvais toucher une prime, comme quoi les journalistes sont parfois les plus mal lotis. Et entre 33 et 37% des foyers éligibles au RSA n'y recourent pas, à rebours des discours culpabilisants des politiques. Bref, on a besoin de la puissance publique pour agir face à ces désastres et ces difficultés. Et d'ailleurs, les pompiers, les soignants, les préfets, les fonctionnaires sont plus que jamais sollicités, notamment cet été. Mais le discours démagogique des politiciens fait des dégâts et parfois directement ou indirectement, il provoque des drames. Et on a beaucoup parlé dans ce premier sujet de Gabriel Attal. On va en parler dans notre deuxième sujet avec cette question. Nils, à quoi joue-t-il? L'ancien Premier ministre a annoncé dans les médias à Bolloré qu'il déclarait la guerre aux gens du voyage. Il a commencé dans le JDD et il a continué sur CNews. Et oui, tout pour les médias Bolloré. Et oui, après avoir proposé la suppression de 100 000 postes de fonctionnaires dont on vient de parler, la mise en place de quotas d'immigration ou encore la promesse d'un déficit de 0% à l'horizon 2037, pourquoi pas? Ce sont les gens du voyage qui subissent les attaques de Gabi. On l'a vu mardi se rendre sur un terrain occupé illégalement par des voyageurs à Sainte-Gilles-Croix-de-Vie en Vendée, accompagné du député du Cru et de quelques caméras. Une opération de com suivie là encore par CNews, tu le disais, la chaîne de télé de Bolloré. Voilà, alors le candidat de Renaissance pour 2027 veut notamment davantage contrôler les déplacements des familles voyageuses. On précise que les grands passages sont déjà contrôlés par les préfets depuis 2018 et l'ensemble des propositions racistes faites par Gabriel Attal interviennent en pleine journée européenne de commémoration de l'Holocauste des Roms par les nazis. On peut difficilement faire pire en matière de timing, mais évidemment c'est voulu. On en a parlé sur le média cette semaine. On a notamment fait réagir le militant Richie Thibault, mais j'ai voulu aller plus loin et tenter de comprendre pourquoi Gabi faisait des propositions racistes. Alors qu'est-ce que tu as compris, Nils? Je vais le dire un peu crûment, mais Attal se fiche complètement des gens du voyage. Voilà, c'est la réalité. J'ai interrogé des membres de son état-major à Gabriel Attal et c'est ce qui en ressort. Voici ce que m'explique notamment une source au sein de Renaissance. C'est un coup stratégique pour occuper le terrain en plein été. Gabriel veut profiter des vacances d'Édouard Philippe en Italie pour imposer sa personnalité sur le terrain médiatique. Voilà, donc l'idée, c'est de montrer que Gabriel Attal est capable d'être radical, authentique, bien que démocrate, c'est ce que m'explique l'un de ses soutiens, sans vraiment répondre sur la stigmatisation des gens du voyage. Autrement dit, il s'encarre. D'autres politiques ont déjà utilisé le sujet avant lui, toujours à droite. On a eu Sarkozy qui a lancé le mouvement en 2002 avec sa loi pour la sécurité intérieure qui fait un amalgame entre le nomadisme et l'indélinquance. S'en est suivi en 2010 l'ignoble discours de Grenoble. Nous allons procéder d'ici fin septembre au démantèlement de l'ensemble des camps qui font l'objet d'une décision de justice. Et là où cette décision de justice n'a pas encore été prise, nous engagerons les démarches pour qu'elle intervienne le plus rapidement possible. Dans les 3 mois, la moitié de ces implantations sauvages auront disparu du territoire français.
Puis la prise de parole de Valls en 2013, affirmant que les Roms ont vocation à revenir en Roumanie ou en Bulgarie en raison de leur mode de vie extrêmement différent des nôtres, je cite. Bref, la répétition des mots de Sarkozy, un crachat à tous les gens de gauche qui avaient voté pour François Hollande. On connaît la suite. En tout cas, les tensions s'accentuent aujourd'hui avec les gens du voyage pris pour cible. Regardez encore en Alsace, c'était fin juin. Les caravanes restent. Pour les faire fuir, les agriculteurs épandent du lisier et les tensions montent. C'est une agression, c'est comme si ils veulent nous faire du mal. Ils roulent à fond à côté des caravanes. Regardez, ils ont écrasé une petite biche là-bas. La police, elle est en train de la battre. Et puis s'ils auraient écrasé un enfant, ça leur aurait été pareil. Et voilà, en France, en 2026, comment on traite ses citoyens? C'est un peu comme les musulmans avec le voile, finalement. Oui, c'est vrai que les gens du voyage, ils servent de bouc émissaire à la droite, et notamment donc à Gabriel Attal, comme on a pu le voir. Au passage, Gabriel Attal se plaint aussi d'ingérence russe dans sa candidature pour 2027, mais n'a pas un mot sur le sujet dans le JDD, notamment sur l'arrêté d'expulsion de Ksenia Fedorova, la voix de Poutine en France. Il a publié ce jeudi un pauvre tweet, en guise de rattrapage, voilà. C'est quel niveau d'hypocrisie ça? En plus, Gabriel Attal avait fait de la cause ukrainienne l'un de ses marqueurs politiques, et son initiative sur les gens du voyage a d'ailleurs été peu appréciée par une partie du camp macroniste, comme mes sources l'attestent. Et puis Nils, il y a l'autre sujet, Louis Jubelin. Oui, c'est un peu l'éléphant dans la pièce, quoi. C'est le spin doctor de Gabriel Attal, qui a été son conseiller en communication dans les ministères, puis à Matignon. Il a fait des confessions, évoquant notamment son addiction à la cocaïne. Il a pris les devants face à une vidéo le montrant en action en train de consommer. Ça fait tâche de la part de quelqu'un qui travaille pour le Premier ministre, et notamment un ancien Premier ministre qui avait déclaré la guerre au narcotrafic. Alors Gabriel Attal aimerait bien prendre ses distances avec ce personnage sulfureux qui a su se rendre indispensable, mais qui est aussi le lien avec des financeurs historiques de Gabriel Attal. Alors officiellement, Jubelin a cessé de travailler pour lui au lendemain de la dissolution de 2024. En réalité, c'est plus compliqué, et ce portrait de Jubelin, c'est aussi un signal envoyé à Gabriel Attal. En tout cas, persuadé que sa stratégie de guerre éclair sera payante, Attal prévoit de continuer à se déplacer 2 à 3 fois par semaine. On n'a pas hâte. Allez, on va passer à notre troisième et dernier sujet, le prix des universités d'été de la France insoumise. Et puis, ça fait grincer des dents certains. Et oui, c'est un entrefilé du Canard enchaîné cette semaine qui m'en a donné l'idée. On peut lire que les militants LFI seraient saignés à blanc par la direction du parti à l'occasion des amphis prévus à Valence. Ce sera du jeudi 20 août au dimanche 23 août. Alors, le Canard enchaîné annonce un tarif à 35 € la journée pour les revenus de moins de 500 € par mois et 400 € la journée pour les revenus à plus de 4000 € mensuels. Alors il y a quand même un petit souci, c'est que c'est faux. Le Palmipède s'est pris les palmes dans la grille tarifaire des amphis, pourtant consultable en ligne sur son site d'inscription. C'est 35 € les 3 jours, pas la journée. Voilà, donc à ce sujet, j'ai appelé la direction de la France Insoumise pour avoir quelques détails. On m'a rappelé que l'organisation de ce type d'événement coûte très cher. La location du lieu, les tentes, les moyens techniques, logistiques, et puis il y a l'inflation. Et oui, il y a aussi l'inflation, tout augmente, et y compris à la France Insoumise. Alors par ailleurs, le Canard, jamais à court de vacherie contre LFI, ne précise pas qu'il est possible de prendre des entrées à tarif réduit des mois à l'avance, donc 20 €, et puis 30 € aussi par la suite. Donc c'est un tarif qui augmente petit à petit. Et puis par ailleurs, de toute façon, il y a peu de contrôle à l'entrée, c'est ce qu'on m'a dit. Donc si vous prenez un tarif réduit alors que vous gagnez plus, c'est autant d'argent en moins dans les caisses du parti. Ok, le Canard enchaîné s'est trompé sur cette grille, sur la lecture de la grille tarifaire, mais en tout cas, même au sein de LFI, tu les as appelés, on reconnaît que les prix sont un peu chers quand même cette année. En tout cas, il y a des élus, des militants de la France Insoumise qui trouvent effectivement que ces tarifs sont assez élevés, et notamment une source interne à la France Insoumise qui est un élu, et voici ce qu'il m'a déclaré. Oui, c'est classiste. Cette grille ne permet pas à toutes les classes populaires de pouvoir venir. Même s'il y a un coût pour le mouvement non négligeable, pour les gens au RSA et les smicards, c'est compliqué. Et oui, 35 € quand on est au RSA, c'est pas rien. Quand les mois se terminent dans le rouge, chaque euro fait la différence. D'autant qu'il y a d'autres frais annexes. Il y a le transport, il faut prendre soit le train, la voiture.
Alors on peut prendre le bus aussi, où il y a le covoiturage, il y a l'hébergement, camping, hôtel, gîte, chez l'habitant peut-être. Et puis surtout, la nourriture, on participe mieux au débat, le ventre rempli, hein, c'est quand même mieux. Alors pour la plupart, il y a toujours moyen de s'arranger, c'est ce que m'ont expliqué plusieurs militants, hein. Par exemple, le covoiturage avec des camarades qui offrent le trajet, le camping plus ou moins sauvage, hein, voilà, à Valence. Mais le plus gros du budget, ça reste quand même la nourriture, hein. Et les food trucks aux universités d'été de LFI, apparemment, c'est plutôt cher. Alors, il y a eu une année où il y avait une cantine solidaire, apparemment, c'est ce qu'on m'a dit, mais elle aurait été abandonnée faute de bras disponibles. Ceci dit, la question, elle agite aussi les autres partis. Chez les socialistes, par exemple, le ticket d'entrée aux universités d'été est moins cher, mais par contre, les militants devront débourser 15 € pour voter à la primaire interne pour 2027. Alors en juillet, la résolution adoptée par le Parti socialiste précisait que les adhésions à ce pôle, hein, seraient ouvertes jusqu'au vote, mais le parti assure désormais que le ticket n'induit pas l'adhésion au parti. Voilà, donc sympa. Alors il y a des voix qui se sont élevées, hein, au PS contre ce tarif. Ségolène Royal, par exemple, qui a rappelé qu'il suffisait de payer 2 € pour participer à la désignation de Benoît Hamon en 2016. C'est peut-être pour ça qu'il a été élu, hein, c'est ce que persifle en tout cas l'aile droite du Parti socialiste, hein, puisque les raisons de ce tarif serait en fait politique. Au sein du Parti socialiste, on m'a expliqué qu'il s'agit d'empêcher une potentielle opération de trollage de la France insoumise. Voici ce que me déclare notamment un cadre socialiste. C'est un tarif un peu élevé, mais on ne veut pas se retrouver dans une situation où on serait otage des choix de Jean-Luc Mélenchon et de ses militants. Il s'agit de s'assurer de la bonne tenue de la primaire. C'est toujours la faute de Mélenchon. Autant vous dire que du côté de LFI, on se marre face à ces craintes socialistes. Le prix de la démocratie, peut-être. Et on va finir sur cette question rhétorique. Merci beaucoup, Nils, pour cette émission. À bientôt. À vendredi prochain, vous l'aurez compris, hein, c'est la fin des Indiscrets. Je vous retrouve vendredi prochain pour une nouvelle émission. En attendant, excellente suite des programmes sur le média.